en PLS. Bah tiens, un petit thread d'horreur, ça fait longtemps, ça fait 3 semaines, hein. On en a marre de bien dormir, tes histoires d'horreur nous manquent, Squeezie. Calmez-vous, je vous ai entendu, calmez-vous. Les amis, aujourd'hui, un thread encore en cours, ou peut-être qu'il sera terminé au moment où la vidéo sort, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il est encore en cours, et ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, j'arrive après la guerre, mais pas cette fois, mon ami. De plus, ce serait des Français, la patrie, la Coupe du Monde. Je sais pas encore si on l'a gagné, putain, j'espère, bordel. L'histoire est cool, alors j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, il va vous faire mal dormir, ça c'est sûr. C'est sûr. Tout a commencé le 4 juillet à 22h50 lorsque Melissa, alias Smallest Stars sur Twitter, a tweeté la chose suivante. MDR, nos voisins de l'appart juste au-dessus, bougent les meubles chaque nuit. On vient d'appeler la police parce qu'on n'en peut plus et devinez ce qu'ils ont découvert? L'appart est vide et inhabité. Mec, juste le début, il est fou, c'est incroyable comme brief. Melissa nous informe avoir aménagé dans cet appartement il y a environ 5 mois. Elle donne des caractéristiques techniques, elle nous dit que c'est un petit immeuble de 4 étages, qu'elle habite au 3e et que le 4e étage contient un seul unique appartement qui est plus grand du coup que ceux des autres étages. Elle précise qu'elle a toujours pensé qu'il était habité parce que régulièrement elle entend des bruits de meubles qui bougent. Et j'avoue, pour avoir habité en appartement, c'est crédible. C'est vrai qu'il est fréquent d'entendre beaucoup de bruit venant du dessus puisque ton plafond c'est le sol de tes voisins. Quand un truc tombe, bah ça fait un bruit du coup dans ton appart, enfin bref. Melissa nous explique qu'elle est jamais montée se plaindre parce que elle est très timide de nature et c'est vrai, j'avoue mec, même moi quand il y a du bruit je déteste devoir aller toquer ou dire un truc, c'est je me sens mal, j'aime pas faire ça. Melissa décide ensuite de partir en vacances avec ses amis. Bah oui, quelle bonne idée, en Auvergne. Ah, une moins bonne idée, tiens donc. Oh, c'est faux, on se calme les Auvergnats. Les vacances se terminent, Melissa rentre et elle décide d'inviter ses amis à dormir chez elle parce que voilà, un petit peu de nostalgie, c'est la fin des vacances, ils voulaient prolonger un peu le truc. Mais problème, au moment de dormir, des bruits venant du plafond, comme des meubles qui sont déplacés dans l'appartement du dessus. Alors ses amis commencent à se plaindre et Melissa leur explique que ça fait pas mal de temps que c'est comme ça et qu'ils vont devoir faire avec s'ils veulent dormir. Ils vont alors conseiller à Melissa d'appeler la police pour enquêter sur ce truc au cas où il se passe des choses pas nettes au-dessus de chez elle. Genre quelqu'un qui traîne un cadavre sur le sol par exemple. Je dis ça, je dis rien. La police arrive, Melissa les amène devant la porte de l'appartement du 4e. Les policiers parviennent facilement à ouvrir la porte puisqu'elle n'était pas fermée à clé. Et ils tombent sur un appartement complètement vide avec ni meuble ni quelqu'un à l'intérieur. Les policiers vont alors quitter les lieux en expliquant à Melissa qu'il n'y a rien dans l'appart du dessus et en étant un peu vénère parce qu'ils pensent que Melissa et ses amis leur ont fait une mauvaise blague. Elle donne rendez-vous aux gens le soir pour les tenir au courant de s'il y a des bruits et elle dit qu'elle en touchera un mot au propriétaire pour voir s'il sait quelque chose là-dessus. À partir de là, Melissa va pas donner de nouvelles le soir, donc on suppose qu'il n'y a pas eu de bruit, mais elle va donner des nouvelles en début d'après-midi le 7 juillet, le lendemain à 14h. Sa voisine s'est évanouie dans les escaliers de l'immeuble. Elle nous explique qu'elle a juste voulu partir faire un tour et qu'elle a vu le camion de pompiers devant l'immeuble avec un petit amas de voisins autour. Melissa pense que c'est un truc assez grave, puis 20 minutes plus tard elle tweet qu'en fait elle a rien de grave, tout va bien. C'est juste ces histoires de bruit alors que l'appart est vide qui travaille sur son cerveau et elle se met à imaginer des trucs alors qu'il n'y a rien. Un peu plus tard dans l'après-midi, bonne nouvelle, Melissa nous dit qu'elle a appelé le propriétaire de l'appartement du dessus. Magnifique! Ce dernier a apparemment bien réagi, a pris le truc au sérieux et a promis à Melissa d'aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas de squatter, mais comme il ferme tout le temps l'appart, ça l'étonnerait beaucoup. Mais c'est pas ce que les policiers ont dit. L'appartement n'était pas fermé quand ils sont rentrés dans ce dernier. Alors est-ce que, comme c'est régulièrement le cas, c'est des squatteurs qui viennent la nuit pour dormir dans l'appartement? On veut savoir. Melissa nous dit ensuite qu'une amie va venir dormir chez elle le soir et que si elle entend de nouveau des bruits, elle montera au 4e étage voir ce qui se passe de ses propres yeux. Melissa, respect, perso, jamais j'y vais. Et devinez quoi? Le soir même à minuit 4, qui c'est qui fait un tweet? C'est Melissa. Il vient de se passer un truc très flippant là par contre. Oh putain. Melissa et son amie commencent à entendre des bruits venir de l'appartement du dessus. Elle nous dit alors qu'à ce moment-là, il y a eu un énorme bruit et que ça a jamais été aussi fort. Alors, déjà, pauvre chat. Melissa, nous, on veut, comme tu l'as dit, que tu montes à l'étage. Alors, bref, on va essayer de monter tout à l'heure si on trouve le courage, on vous tient au courant. Voilà, c'est ça qu'on veut lire, Melissa. Les minutes passent, on n'a aucune nouvelle, et à minuit 32, Melissa trouve enfin le courage de monter au 4e étage. La porte est fermée, bordel de merde. Comme Melissa, je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle soit ouverte et qu'en l'ouvrant, on tombe sur des squatteurs, ce qui aurait expliqué les bruits. Mais non, la porte est putain de fermée. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la clé, a fait un double un jour dans le dos du proprio? On sait pas, putain. Sur Twitter, les gens deviennent fous, ils veulent absolument savoir ce que c'est que ces putains de bruits. Alors, ils vont émettre plusieurs hypothèses qui, effectivement, sont plausibles. Une fenêtre cassée? Bah oui, avec le vent, effectivement, ça pourrait faire claquer la fenêtre ou un truc du genre. Des animaux coincés, ça arrive très souvent, bien plus qu'on ne le pense. Des oiseaux qui sont coincés dans le toit ou des rats qui sont dans les murs. Bref, il y a des tas d'animaux qui peuvent faire du bruit en fait dans un immeuble en réalité. Ou les canalisations. Effectivement, si Plancton prépare un mauvais coup dans les canalisations, ça s'entendrait. Et le lendemain matin, Melissa va appeler son proprio pour lui expliquer que les bruits continuent d'être là. Pour lui demander de vérifier ces fameuses hypothèses ou de lui donner une clé pour qu'elle vérifie par elle-même. Et bim, le proprio le prend très mal parce qu'il croit que Melissa veut juste gratter une clé de l'appart pour faire des fêtes dedans.
Mélissa passe une après-midi tranquille au parc ou à jouer à Dofus, on n'en sait rien, et le soir elle redonne des nouvelles et là c'est chaud. Elle nous explique qu'elle est allée voir la voisine qui avait fait un malaise dans les escaliers. Il se trouve que c'est sa voisine de palier, elle habite dans l'appartement en face de chez elle. Elle a à peu près 30 ans, les deux elles se connaissent pas beaucoup mais elles discutent quand elles se croisent, voilà, vraiment comme des voisins. Sa voisine après avoir ouvert la porte lui a parlé un peu froidement, elle lui a expliqué qu'elle voulait pas parler de ce qui s'était passé, comme si elle avait honte et Mélissa a pas voulu insister. Jusque là aucun problème, c'est normal. Mais attendez! Mélissa va se mettre à lui parler des bruits qui proviennent de l'appartement du 4ème étage pour voir si elle aussi elle a remarqué. Et là le regard de la voisine change et ses yeux s'écarquillent. Cette voisine qu'on va appeler Anne dit ne rien avoir entendu et ne pas être au courant de ces histoires. Mélissa retourne chez elle et c'est là qu'un truc bizarre se passe. 5 minutes plus tard, ça frappe fort à la porte de Mélissa. En ouvrant, elle tombe sur Anne qui a l'air complètement perdue. Comme si Anne était allée toquer chez Mélissa dans le but de lui dire quelque chose et qu'au moment où Mélissa s'est retrouvée en face d'elle, elle avait oublié ce quelque chose. Mélissa va alors accompagner Anne à son appartement avant de retourner chez elle pour se poser devant une série. Le lendemain, Mélissa commence clairement à psychoter, elle commence à se sentir mal et dans le hall de son immeuble, elle croise un couple de personnes âgées qui remarquent qu'elle se sent pas très bien et qui décident donc de l'inviter chez eux au 1er étage. Ils vont alors expliquer à Mélissa qu'ils habitent dans cet immeuble depuis des années et que les gens ne restent jamais très longtemps, mais surtout que personne n'a jamais acheté l'appartement du 4ème étage. Et ils vont dire étrangement que eux aussi se sentent pas très bien, mais que ça les dérange pas. Ok. Mais mec, si tu sens que tu te sens pas bien dans l'endroit où tu vis, t'es censé te casser gros. Du moins si t'en as les moyens. Puis elle rentre chez elle en se sentant bien et elle a pas de nouvelles jusqu'au lendemain. Mélissa va toquer à la porte de Anne parce qu'elle a pas eu de nouvelles de cette dernière depuis qu'elle est venue toquer chez elle pour rien lui dire. Anne ouvre la porte et là commence une discussion un peu à sens unique. Il y a juste Mélissa qui va parler et Anne va faire uniquement des réponses fermées comme si elle était dérangée par la présence de Mélissa. C'est un peu comme si Anne avait deux personnalités et que l'une de ces deux personnalités voulait vraiment pas voir Mélissa et que quand l'autre personnalité fait un pas vers Mélissa, c'est la deuxième qui prend le dessus, empêchant la première d'envoyer un SOS finalement. Mélissa rentre chez elle, quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à sa porte. Elle toque apparemment depuis un moment, donc Mélissa décide de prendre une vidéo et de nous montrer. Elle va ensuite filmer à travers l'œillet de la porte et deviner qui c'est. Anne, qu'elle a vu seulement quelques minutes plus tôt. Mélissa se chie littéralement dessus et décide de ne pas lui ouvrir, ce que j'aurais aussi fait. Clairement. Et elle nous dit seulement 10 minutes plus tard que Anne a enfin bougé du palier. Alléluia. Le lendemain, elle s'en veut, elle décide d'aller toquer chez Anne pour lui demander pourquoi Anne a toqué chez elle la veille au soir. Et en ouvrant la porte, Anne ne comprend pas. Elle lui dit ne jamais être allée toquer chez elle la veille au soir. Très bizarre comme comportement. Mélissa, dont je viens de dire le nom pour la 61e fois dans cette vidéo, je m'excuse, va alors retourner voir les petits vieux du 1er étage qui sont les seules personnes qui ont été cool avec elle depuis qu'elle vit ce cauchemar. Sauf que cette fois, ça va pas se passer comme prévu. Les deux personnes âgées vont dire à Mélissa qu'ils la trouvent très intrusive, qu'elle ferait mieux d'arrêter de se mêler de cette histoire. C'est la première fois qu'ils sont froids avec elle. Le lendemain, à savoir aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Mélissa a tweeté il y a 6 heures. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça ne rentre pas dans mon appart pour l'instant. Elle est donc convaincue qu'il se passe définitivement un truc pas normal dans son immeuble. Et son dernier tweet au moment où je fais cette vidéo est le suivant: beaucoup de voisins sont partis en vacances, le courrier s'accumule dans certaines boîtes aux lettres. Si je me retrouve seul dans l'immeuble, je vais péter les plombs. On a gagné putain. Les amis, 2 jours ont passé depuis la fin du thread, au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo. Il s'est passé pas mal de trucs autour de cet immeuble de Mélissa et de cet appartement. Laissez-moi vous raconter. Mélissa entend des bruits qui viennent du hall de l'immeuble. Elle décide alors pour se rassurer de lancer un live et d'aller voir ce qui se passe dans le hall en direct. Le live n'a pas duré très longtemps parce qu'un truc imprévu s'est passé. La putain de voisine étrange de Mélissa s'est ramenée à ce moment-là, donc on comprend qu'elle a eu un peu peur. Sauf que le temps passe et la voisine ne bouge pas de cet endroit. Mélissa décide alors de retourner dans son appartement et de pas chercher à comprendre ce qui se passe, de pas aller lui parler parce que là c'est chelou et flippant quand même. Elle va ensuite faire une petite crise de nerfs et décider d'ouvrir sa fenêtre pour prendre l'air. Il est 3h30 du matin et Mélissa voit que l'appartement de ses voisins âgés du 1er étage est allumé. Sauf qu'elle ne voit pas 2 ombres, elle voit 3 ou 4 ombres. Ses voisins étant des personnes âgées, autour de 70 ans, elle trouve ça étrange qu'ils fassent la fête à 3h30 du matin avec des amis. Mélissa va ensuite acheter un bouquin dont elle ne donne pas le nom, mais dont des passages lui font penser à sa situation. On peut entre autres y lire: une entité ou un esprit, que l'on appelle aussi fantôme, peut se fixer dans les murs d'une maison ou de tout autre lieu et pollue la vie des personnes qui les fréquentent. Cet esprit va déranger ou terroriser les vivants par des bruits divers, portes qui claquent, fenêtres qui s'ouvrent sans raison. Le livre va ensuite donner les symptômes qui permettent d'identifier une attaque paranormale. Une attaque paranormale détourne assurément la victime de la réalité en la plongeant dans une grande confusion mentale, des pensées négatives, des obsessions, voire des passages amnésiques. En conséquence, celle-ci peut se livrer à des actes de violence sur elle-même ou sur autrui. Comme elle a perdu son libre arbitre, elle va agir ou parler contre sa volonté, parfois dans des langues inconnues. Elle n'a plus de contrôle sur elle-même. C'est le démon qui agit et parle à travers elle. Alors est-ce que la voisine de palier de Mélissa ou les petits vieux du 1er étage sont victimes d'une attaque paranormale?
On se le demande. Le lendemain, ça toque à la porte de Melissa. En ouvrant la porte, elle tombe sur le couple de personnes âgées du premier étage qui lui demande si tout va bien et surtout si elle veut venir fêter le 14 juillet avec eux. Avec tout ce qu'elle vient de vivre, toutes les pensées négatives qu'elle a eues, l'ambiance bizarre qu'il y a dans l'immeuble, elle se dit que ça peut être une bonne idée effectivement d'aller fêter le 14 juillet avec eux, qu'elle a sûrement psychoté et qu'ils étaient debout à 3h30 du mat pour X ou Y raison, peut-être juste ils faisaient la fête à 70 ans, on peut encore faire la fête à cet âge-là. Elle se retrouve donc dans un appartement au milieu d'une fête où personne se parle trop. L'ambiance est un peu bizarre mais bon, c'est des gens de 70 ans, peut-être que ça se passe comme ça. Melissa, ça l'inquiète pas plus que ça, au moins ça la fait sortir et penser un peu à autre chose. Et puis aussi ça lui permet d'en savoir plus sur ses voisins du premier étage qui, souvenez-vous, lui avait dit: allez, occupe-toi un peu de tes affaires et arrête de poser des questions sur tout ça. Le temps passe à cette soirée. Melissa se fait un peu chier et d'un coup, tout le monde commence à se prendre par la main. Melissa comprend pas ce qui se passe et elle comprend encore moins en voyant que ces gens commencent à mettre des masques d'animaux. Elle part alors en courant, elle pousse une porte de l'appartement pour se réfugier dans une autre pièce. Elle tombe sur une pièce plongée dans le noir dans laquelle se trouve juste en plein milieu un cercle de bougies. Elle se précipite sur la fenêtre pour l'ouvrir mais cette dernière est bloquée et elle entend les bruits de pas dans le couloir de gens qui commencent à se diriger vers sa pièce. Elle est complètement piégée, elle s'assoit, elle sait plus quoi faire et elle se réveille parce qu'en fait elle venait tout simplement de faire un cauchemar à cause de ses lectures de la veille au soir, le livre là qui parlait d'attaque paranormale. Tout ça c'était il y a 2 heures au moment où je tourne la vidéo, j'en sais pas plus. Elle a juste dit ensuite qu'elle était terrifiée. Et putain, j'ai envie de savoir la suite. Les amis, c'est la fin de ce thread. N'hésitez pas à l'aimer s'il vous a plu. Bien évidemment, tout ça est une histoire inventée de toutes pièces par Melissa, mais putain, c'est bien raconté, ça fait un peu flipper. Et des voisins un peu chelous, on en a tous eu. On commence avec l'exorcisme de Michelle Annelise. Ouais, peut-être je vais me reconvertir dans la voix off, ouais. Il s'agit du cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire et l'un des plus documentés. Il y a même eu 2 films dessus tellement cette histoire est connue. C'est celle-ci qui m'a fait plonger dans le paranormal. Je vais vous la conter avec un plaisir démesuré. Annelise Michel est une jeune Allemande née le 21 septembre 1952 à Liedfling en Bavière. Je ne parlerai plus allemand, désolé. Elle fait partie d'une famille catholique très croyante et elle va jusqu'à faire pénitence pour faire pardonner les péchés des autres en plus des siens. Elle est vraiment impliquée dans le péché game, vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ses 16 ans, donc jusqu'en 68 où là elle commence à avoir des crises de convulsions. Elle est alors diagnostiquée épileptique par les médecins, mais ça ne va pas s'arrêter là. Son état continue de se détériorer, les crises sont de plus en plus nombreuses et il pense du coup qu'il y a un problème psychologique derrière ça, alors il l'envoie dans un hôpital psychiatrique pendant 1 année. Ça ne s'améliore pas, c'est même pire qu'avant. En plus de ça, elle tombe en dépression, donc c'est vraiment la totale pour la pauvre Annelise Michel, qui va alors commencer à parler de possession démoniaque. Elle va commencer à être persuadée qu'elle est possédée par des démons, à tel point qu'elle va se mettre à rejeter les symboles catholiques comme les crucifixes, la Bible, tout ça. Elle va se mettre à chier là-dessus, vraiment, comme si elle en voulait à l'église de ne rien faire pour elle, alors qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. Elle le crie sur tous les toits. Sa situation va ensuite s'arranger, elle va sortir de l'hôpital, elle va reprendre le chemin de la foi, elle va se remettre à prier, à croire, mais elle surveille ses arrières. Elle garde quand même une petite fiole d'eau bénite, hein, tu vois, dans la poche arrière, au cas où il y a un démon, bam, dans la gueule. À partir de là, la pauvre, c'est une descente aux enfers. Oh, à proprement parler, puisqu'on parle de démons et tout. Annelise va se remettre à parler de possession démoniaque, même plus que ça, elle va commencer à dire qu'elle voit des visages démoniaques. Elle va se mettre aussi à entendre des voix d'entités diaboliques. Elle est convaincue que ses médicaments n'arrangent rien, elle en prend pour traiter ses problèmes d'épilepsie, pour traiter sa dépression, pour traiter même la schizophrénie, je crois. Enfin bref, les médecins, ils s'acharnent un peu sur elle, donc du coup, elle va arrêter d'un coup de prendre tous ses médicaments. Et c'est une très mauvaise idée. Pendant toutes ces années, l'église refuse de pratiquer un exorcisme sur Annelise. Étant donné qu'elle est persuadée d'être possédée, c'est un effet très destructeur pour elle, mais en 75 un curé va porter l'affaire devant l'église et va les convaincre de pratiquer des exorcismes. Au cours des exorcismes, les prêtres diagnostiquent qu'il y aurait plusieurs entités qui sont rentrées dans le corps de Annelise, entre autres Néron, Lucifer et Hitler. Le comportement d'Annelise est de pire en pire, elle hurle, elle mord les prêtres, elle se met même à manger des insectes, elle va commencer à se mutiler aussi. Bref, tous les signes que l'église considère comme des signes de possession démoniaque, elle les a. Et surtout, il y a un enregistrement audio qui a été fait lors d'un exorcisme, et là on entend la voix de Annelise, et qu'elle soit possédée ou pas, on s'en fout. C'est assez troublant parce qu'on entend quand même une personne en détresse. Je vous mets un très court extrait qui vous fera bader, mais pas trop non plus. Mais c'est vous dire à quel point c'est sérieux en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas une légende.
Le 1er juillet 76, Annelise décède, elle meurt à l'âge de 25 ans après des années de souffrance, et cette histoire a fait d'elle le cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire. Ça c'est l'histoire comme les gens aiment la raconter, sauf qu'il y a un décor qui est beaucoup plus glauque après ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a commencé en mars 78 et qui a accusé en fait les prêtres qui ont pratiqué les exorcismes et les parents d'Annelise de négligence, entraînant la mort d'une personne. Le procès était assez dingue et emblématique parce que ça opposait l'église qui parlait de faits surnaturels comme de possession démoniaque à la science, les médecins qui expliquaient que le comportement d'Annelise était lié à tous les médicaments qu'elle prenait et leurs effets secondaires, et aussi à l'arrêt brutal de cela, c'est-à-dire que c'est des traitements lourds et quand t'arrêtes en plein milieu, ça met ton cerveau un peu en bordel. Résultat du procès, les parents d'Annelise et les prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y avait eu non-lieu, ça donnait raison aux prêtres d'avoir eu ces pratiques-là sur Annelise, et ça aurait surtout montré que la justice voit la possession démoniaque comme une réalité et non plus comme un mythe ou quelque chose de paranormal, mais on n'a pas de preuve que ça existe vraiment. Voilà, c'est assez ouf comme histoire, ça opposait vraiment le paranormal et la science, et ce qui est horrible, c'est que les symptômes d'une possession démoniaque, si ça existe, sont vraiment très proches, voire exactement les mêmes que les effets secondaires de certains médicaments que tu prends quand t'as un traitement lourd contre certains problèmes psychologiques, entre autres. Donc du coup, ce procès était compliqué et ça rend l'histoire assez folle, et en tout cas, Annelise Michel, paix à son âme, et c'est horrible ce qu'elle a vécu. Et voilà, que ce soit une possession démoniaque ou juste un problème psychologique, c'est affreux. Bon, maintenant que vous allez pas dormir, bah autant que je continue, que je vous raconte une deuxième histoire. Je suis le père Castor de ma génération. L'histoire de Robert la poupée. Oh là là, cette voix. Robert the Doll, une histoire qui m'a marqué de ouf parce que c'est l'une des rares histoires qui contient une poupée hantée. Bah je crois que c'est la seule en fait avec Annabelle. Et surtout cette putain de poupée, elle a une gueule un peu atypique. On a souvent parlé de poupée dans les vidéos, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a designé ce truc? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là. Quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille. Et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée. Et elle est vue comme une personne qui pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie, c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors, Robert trouvait que la poupée lui ressemblait, donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom, Eugène. Pour moi, c'est un gros début de schizophrénie, mais ainsi soit-il. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée, cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas, ils en créent, donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard, les parents vont changer d'avis, parce que là, il va plus être question de simples petites conversations entre les deux. Ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Au calme, Robert, il prend un melon, mon pote, t'as jamais vu ça. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre, ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Au calme. Eh, t'es une poupée, tu redescends, mon pote, ok? Souvent, quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène, il avait rien fait. Du coup, il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui, elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise, il dit Robert did it, tellement. C'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon, c'est un adulte maintenant, hein, il a 30 ans, enfin tu vois, voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène, tu fais quoi là? Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure, et un jour elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très glauque, puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Ah ok. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne, ça va la rendre folle. Quelques années plus tard, Anne décède, paix à son âme, et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là, et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort, qui est devenu je crois un musée des horreurs ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait quand on passe devant, il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit, c'est génial l'histoire avec les poupées. Enfin c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire-là m'avait aussi énormément fait kiffer, et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec, c'est fou. Bon, n'est-il pas temps de passer à la troisième histoire? The Enfield Poltergeist.
Eh, pas dégueu celui-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un poltergeist? Ça vient du coup de l'allemand poltergeist, c'est le dérivé de poltern, qui veut dire faire du bruit, et geist, qui veut dire esprit. Il s'agit donc d'un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets ou autres phénomènes a priori inexplicables. Oui, j'étais sur Wikipédia. On bat les couilles. Nous sommes en 1977 à Enfield, une ville d'Angleterre. Peggy Hudson vit dans une petite maison avec ses 4 enfants et elle va être témoin de phénomènes paranormaux. Ça va partir en couille et j'adore cette histoire. Déjà parce qu'elle a inspiré mon film d'horreur préféré, Conjuring 2, et surtout parce que c'est le cas d'apparition de phénomènes paranormaux le plus documenté de l'histoire du poltergeist. En vrai, il y aurait matière à faire une vidéo juste sur cette histoire-là, mais vu qu'elle est extrêmement connue et que d'autres l'ont déjà fait, je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous dire les grands traits de l'histoire et pour les curieux, vous irez voir en détail, mais c'est hyper intéressant. Peggy Hudson vit dans une petite maison à Enfield, comme je viens de vous le dire, et elle élève ses 4 enfants là-bas. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Nous sommes le 31 août aux alentours de 21h, donc c'est pas très tard en plus, et Peggy est posée dans sa chambre en train de dormir lorsqu'elle entend un crissement qui vient de la chambre des enfants. Elle rejoint la chambre en courant, les 2 enfants sont réveillés, relevés dans leur lit, et ils disent putain maman on a peur. Il faut savoir que la veille, ses enfants lui avaient dit ah maman au secours, nos lits bougent tout seul, au secours nos lits bougent tout seul. Cette fois-ci c'était la chaise qui apparemment bougeait toute seule. Peggy calme les enfants, elle regagne sa chambre et elle entend un petit glissement bizarre. Elle retourne dans la chambre et là il y a 4 tocs qui proviennent des murs de la maison comme du cœur de la maison. Et là la commode, donc une commode c'est très lourd, qui est située contre un mur, se met à se décoller du mur et à bouger. Comme s'il y avait une entité qui l'a poussé vraiment avec une force démesurée. Ce qui fait un peu flipper quand même. Donc sur le coup Peggy, elle a pas d'explication rationnelle à ce qui vient de se passer. Elle prend une sage décision, c'est venez tous, on dort tous dans le salon ensemble. C'est la meilleure idée. Peggy va alors aller chercher de l'aide auprès de ses voisins en les suppliant de venir dans sa maison pour inspecter avec elle parce qu'il s'est passé un truc pas très normal quand même. Alors ils vont commencer à se balader dans la maison et il y a ces fameux toc-toc qui vont continuer d'apparaître, mais ils apparaissent toujours autour de là où Peggy et ses voisins se trouvent dans la maison. C'est comme si quelqu'un était enfermé dans les parois de la maison et toquait à l'endroit où ils sont en se déplaçant en même temps qu'eux pour leur faire peur. Aux alentours de 23h, ils ont toujours pas d'explication logique, donc Peggy elle se dit bon bah ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la maison, donc dans le doute je vais appeler la police pour qu'ils enquêtent. La police se ramène, ils rentrent dans la maison, tout est très calme. D'un coup ils réentendent les fameux toc-toc et là l'un des fauteuils du salon se met à glisser d'environ 1 mètre sur le sol. Les policiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si c'est un truc paranormal, c'est un truc paranormal, les flics ils peuvent rien faire, c'est pas eux qu'il faut appeler. Qui faut appeler? Peggy contacte la presse et il y a un gars de la presse qui est sensible à ça, il s'appelle George Fallows et il va sur les lieux, il entend les fameux coups et il décide de contacter un organisme pour gérer l'affaire. Ça fait la une de plusieurs journaux, tout le monde parle de ça, souvent il y a des journalistes et des enquêteurs devant la maison, bref du coup la famille vit un enfer, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir et en plus il y a ça. À partir de là, les manifestations surnaturelles se multiplient et elles semblent être centrées autour de Janet. Par exemple, c'est Janet qui se réveille en pleine nuit avec une sensation de suffoquer comme si quelqu'un lui avait pincé le nez et mis une main sur la bouche. C'est vers Janet que les objets volent, bref ça a l'air vraiment d'être autour d'elle. Maurice Gross qui fait partie du fameux institut qui enquête sur le paranormal est régulièrement chez la famille de Peggy pour être témoin des phénomènes et voir ce qu'il peut faire. Comme je vous ai dit, c'est souvent autour de Janet que ça se passe et une nuit Janet se réveille en hurlant, elle bouge dans tous les sens, elle est excitée. Maurice essaie de la calmer mais il se fait mordre. Ça finit par une petite injection d'un produit pour la calmer et au final elle est diagnostiquée schizophrène. Ça fait un peu penser justement au cas de Annelise, c'est ça qui est horrible. À partir de là il y a plein de photos de Janet qui vont être prises, Janet qui vole contre la radio, la célèbre photo de Janet qui lévite au-dessus de son lit, même si on dirait qu'elle saute hein, clairement. Et alors du coup voilà, c'est ça qui est horrible, c'est est-ce que tout ça est un gros fake organisé par la famille ou est-ce que c'est réel? Les enquêteurs s'enchaînent, les médiums s'enchaînent, il y a un nombre de gens qui passent dans cette maison pour voir ça et pour essayer d'arranger la situation, c'est incalculable. L'histoire prend fin en 78, genre il y a tellement de trucs paranormaux dans la maison qu'ils sont habitués. Genre Janet quand elle se couche, elle est projetée hors du lit, elle se met à voler, c'est normal, ça devient normal. Il y a alors une décision qui est prise, c'est qu'elle aille en hôpital psychiatrique et elle va dans le meilleur hôpital psychiatrique du monde. Elle va y rester 3 mois avant de rentrer chez elle et à partir de là tout se calme, même s'il y a encore des fois des témoignages d'apparition de la part des enfants de Peggy. Ils disent avoir vu un vieux monsieur ou un enfant. Et voilà, fin de l'histoire. Janet est toujours en vie et elle a témoigné plein de fois de tout ça, de son enfance un peu mouvementée. Et alors, la question est, gros problème psychologique ou vrai poltergeist? Comme pour Annelise. C'est ça qui est fou avec ces histoires, j'adore. Les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Et j'espère que vous allez pas vous mettre à voler au-dessus de votre lit cette nuit, qu'il y aura pas de poltergeist, qu'il y aura pas des toc-toc qui viennent des murs, tout ça. Qu'il y aura pas Robert the Doll sous le lit qui met des petits coups comme ça entre deux lattes pour vous empêcher de dormir. Voilà, je voulais trop parler de ces 3 histoires parce qu'elles sont fascinantes et elles sont extrêmement documentées. Enfin, en tout cas, c'est les 2 cas de possession démoniaque, de poltergeist qui sont les plus connus et pas pour rien quoi. Celui-là, là, celui de Janet, le nombre de photos de tout. Moi, ça va. J'ai découvert pendant mes vacances l'existence d'une chaîne YouTube extrêmement creepy. Et écoutez-moi bien, j'ai regardé toutes les vidéos de cette chaîne et putain,
je suis pas bien du tout. Bien évidemment, comme tout le monde, quand je découvre une chaîne YouTube, je commence par lire la description de cette dernière. C'est faux, personne fait ça, mais moi je l'ai fait là. Hey, mon nom est Daisy Brown et wow, je viens juste de comprendre que je peux faire mon propre compte YouTube. Je pensais pas que les gens normaux pouvaient en faire un, je croyais que c'était réservé aux célébrités qui avaient des caméras qui coûtent cher. Mais attends, il vit dans un bunker ou quoi là, Daisy Brown? Merci de regarder mes vidéos et j'espère que vous voudrez bien être amis avec moi. Wow, attends, la chaîne a été créée le 27 juin 2017. Qui à cette période ne savait pas que tout le monde pouvait mettre des vidéos sur YouTube? Ça sent traquenard, on est d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait après ça? Je suis allé voir la première vidéo de Daisy Brown. Et c'est pas du tout ce que j'imaginais, bordel de merde. Hi guys, it's Daisy Brown. I'm just talking to the camera, and I'm gonna show you guys how I feed Alan. His body is very unique. He can only process sugar, so I'm gonna feed him these little sugar tablets. Ouais, on comprend mieux la description de sa chaîne YouTube, c'est clair. Petit résumé, elle s'occupe d'un petit monstre qui s'appelle Alan et qui se nourrit uniquement de sucre et d'eau. Elle l'a découvert la première fois en allant dans sa cuisine, il était là et il était beaucoup plus petit qu'actuellement, il a bien grandi entre temps. Elle a d'abord eu très peur, puis son père lui a expliqué que tout allait bien, qu'il y avait rien de grave, rien de dangereux, qu'il travaillait simplement sur la création d'une autre forme de vie et qu'elle n'avait rien à craindre. Mais mec, t'es mal à la gueule du truc! Alors parlons de son père à Daisy, c'est quoi ce bordel là dans cette famille? C'est un scientifique qui est plutôt intelligent puisque c'est lui qui a créé Alan et vous l'aurez compris, il travaille dans la génétique et dans l'ADN. On apprendra que Daisy est jamais allée à son laboratoire à tel point qu'elle sait même pas où il est, mais on sait que c'est là-bas que son père a créé Alan. Après cette vidéo, Daisy met une vidéo de elle au zoo, tout simplement. Pas d'histoire de monstre, une vidéo parfaitement normale que n'importe qui pourrait sortir. On passe maintenant à la troisième vidéo qui est horrible. Okay, there we go. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle pendant qu'elle donne de l'eau sucrée à Alan, qu'elle le nourrit, elle nous parle un petit peu de son père, donc elle donne les infos que je vous ai dit juste avant, c'est un scientifique, etc. Elle va ensuite donner un peu plus d'infos autour de Alan et d'elle et de son père et de sa maison, parce que suite à la première vidéo, il y a pas mal de gens qui se sont dit mais purée, il faut que t'en saches plus sur ce petit monstre pour bien t'en occuper, pour pas le mettre en danger. Moi je l'aurais buté le monstre. Des gens lui avaient alors conseillé d'aller dans le sous-sol de sa maison pour peut-être trouver des notes que son père aurait laissées pour en savoir un peu plus sur cette créature qui a créé son père. No, I haven't looked in the basement, because the basement's been sealed off ever since I was a little kid. I've never actually been down there. Ouais, attends, mais c'est pas normal là d'avoir une pièce comme ça chez soi fermée depuis qu'on a 2 ans là. I've asked my dad about it a couple times and he says that it's just there's black mold down there and Ah ouais, c'est vrai, ça doit être pour ça. Ah, c'est dangereux la moisissure. Elle va alors terminer la vidéo avec un air un peu saoulé parce qu'il y a pas mal de gens qui lui disent hey, il est où ton père, il est où ton père? Comme c'est le créateur d'Alan, forcément tout le monde a envie de le voir. Et elle dit qu'elle sait pas où il est, elle a l'air très blasée. Attends, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière dans la vidéo? On a ce qu'elle ressent à travers les sous-titres de YouTube. Ok, c'est un peu chelou, mais au moins on sait un peu mieux ce qu'elle ressent. Mais c'est un peu chelou quand même. On passe à la suite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme vidéo sur YouTube quand on s'occupe à plein temps d'un petit monstre? Bah on maquille, bah oui. Elle va le maquiller, putain de sa mère, pendant toute la vidéo. Fard à paupières, rouge à lèvres, même pas au bon endroit puisqu'elle le met sur son ventre. La vidéo suivante se passe sans Alan puisqu'on voit Daisy dans son grenier en train de chercher les fameuses notes de son père qui pourraient lui en apprendre plus sur Alan et lui permettre de s'occuper mieux de lui. Bon, pour sa 5e vidéo, elle se creuse la tête, Daisy. Elle se dit aujourd'hui on va faire un concept un peu plus poussé avec mon monstre. Oh non. I thought we'd try something different, which is trying different kinds of foods that Alan might possibly like. Ok, encore une fois on le rappelle, Daisy elle est dans son monde, elle croit que tout le monde a la même vie qu'elle et que tout le monde a un monstre. Elle s'étonne même que des gens aient jamais fait de vidéo make-up sur leur monstre avant. Elle est complètement dans sa bulle. Dans cette vidéo elle va donner plusieurs sucres à Alan, mais à un moment donné il y a les fameux sous-titres dont je vous ai parlé qui reviennent. Sauf que cette fois j'ai pas l'impression que ça décrive ce que ressent Daisy. Okay, Alan, don't worry, we're stopping that. Et ça annonce un peu la couleur de ce qui va suivre. Elle va ensuite refaire une vidéo où elle parle de ses plantes, c'est sa passion, et juste derrière, elle va faire une autre vidéo avec Alan. La vidéo s'appelle Alan grandit. Et Daisy va expliquer qu'il y a des taches bleues qui commencent à apparaître sur son corps. I've noticed little blue bumps on him. Oh my gosh. Oh, c'est dégueulasse putain, mais c'est quoi ça? 2 semaines plus tard, nouvelle vidéo sur la chaîne de Daisy qui s'appelle Alan m'a arraché les cheveux. Hi guys, it's Daisy Brown here. Alan pulled my hair out. I don't know why he did this. What? Tu le
nourris, tu lui donnes du sucre, il t'arrache les cheveux. J'espère que c'est pas pareil avec les bébés humains, sinon je ferai jamais d'enfant moi. Une fois de plus, il y a quelques sous-titres à la fin de cette vidéo qui nous montrent que Daisy est désespérée. Elle va dire je peux pas y arriver seule, s'il te plaît reviens. Elle parle probablement de son père même si elle a jamais dit qu'il était plus là. Et on se doute que pour la suite elle va galérer sa mère encore plus. Mais ça part en vrille. On va ensuite avoir 1 mois et demi sans nouvelles d'Alan et Daisy. On espère qu'il l'a pas bouffé. Et là, pouf, nouvelle vidéo. Hi guys, just a really quick update. Last night his neck had some trouble and I sewed it up. Mais qui s'est fait quoi, bordel? Il a une plaie commasse dans la nuque, c'est pas arrivé par hasard. He's gonna be fine. That dark green that's Attends, Alan, arrête maintenant, ça suffit. Ici, on comprend clairement qu'Alan en a marre de la situation, qu'il a hâte d'être autonome, de pouvoir marcher, de pouvoir foutre Daisy au vide ordure. Il se rassure en se disant que c'est pas grave ce qui lui arrive parce qu'il grandit. Et on aimerait qu'il arrête un peu de grandir, parce qu'il commence à avoir des pensées un peu machiavéliques, ce connard de monstre. Après quelques vidéos qui servent un peu à rien, Daisy met une vidéo en ligne qui fait un peu froid dans le dos, à pas se mentir, parce que Alan a grandi. Hi guys, it's Daisy Brown here. So, a lot of people in my most recent video said they wanted to see Alan because I think I should explain that he's been growing. Okay, he's been growing a lot lately. Mais putain, mais Daisy, mais tu te jettes et tu sautes dessus à un moment. À quel moment quand on grandit, on a une sorte de petit arbre d'une forêt maléfique sur la hanche là. Et la bosse qu'il a sur la tête, on en parle ou pas? J'ai envie de taper dessus avec un marteau mon gars. 2 semaines plus tard, nouvelle vidéo. Et là on commence à se dire mais pourquoi t'as pas jeté ce monstre bordel? Je me répète mais c'est horrible. Daisy fait une vidéo où elle dessine, elle adore aussi le dessin, c'est l'une de ses passions. Et on entend Alan en fond qui fait beaucoup de bruit et c'est un peu chiant. Au bout d'un moment elle va le voir et elle le surprend avec des feuilles dans la bouche. Alors elle s'inquiète pour sa santé et pas pour sa vie à elle. Alan, what is that? I told you not to mess with paper. Elle lui retire le papier de la bouche et elle découvre sur le papier des dessins que elle n'a jamais fait. Il est capable de dessiner le con? C'est terminé, il va lui mettre des stylos dans les yeux, elle va mourir, c'est sûr. Là, on est clairement au summum de l'inquiétude et pour couronner le tout, qu'est-ce qui se passe? Bah Daisy, elle décide de plus rien mettre en ligne pendant 2 mois. Mais merci Daisy, c'est une bonne idée, ça nous rassure, c'est gentil. 2 mois plus tard, nouvelle vidéo intitulée Nous sommes de retour. C'est quoi, c'est elle a rapetissé Daisy ou quoi là? Non, ne dites pas que l'autre est capable de tenir une caméra. Dad? Hi, Alan, how are you feeling? Oh putain de merde! Alan se met à faire des pranks sur YouTube comme Ibra. Mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, il est assez grand pour ramper et tenir la caméra, mec. Faut qu'il finisse sa croissance un jour parce que là, ça va commencer à devenir dangereux en fait l'affaire. Après cette petite prank qui mérite un pouce bleu, on va pas se mentir. La vidéo part en facecam où Daisy explique pourquoi elle a fait une pause aussi longue sur YouTube, etc. Et puis à la fin de la vidéo, c'est un rush de elle qui examine Alan pendant qu'il dort. Et là, dans les sous-titres, les fameux sous-titres, c'est une sorte de flashback d'une discussion entre son père et un inconnu qu'on va appeler Michel. Et Michel explique à Curtis, le père de Daisy, que ce qu'il fait c'est très mal, que ça le rend dingue qu'il s'en rende pas compte. Curtis répond en insistant sur le fait qu'il y a aucun mal à faire ce qu'il fait, qu'il a tout à fait le droit. Et leur conversation va se terminer par Michel qui menace d'appeler les services sociaux parce qu'il a peur que tout ça ait une conséquence très négative sur la fille de Curtis, donc Daisy. On passe à 1 mois plus tard, on fait comme ça? Allez, on fait comme ça et on regarde tout de suite ce qu'elle a mis en ligne. Daisy va faire une vidéo dans laquelle elle annonce avoir enfin trouvé les fameuses cassettes, les notes de son père. Et j'avoue, elles étaient bien cachées puisqu'elles étaient dans un petit placard de merde. Putain, tu vas voir au grenier, t'as même pas regardé dans un petit placard de merde de ton salon. Je commence à préférer Alan là. Daisy explique avoir trouvé des affaires de son père et plus particulièrement, le truc qui attire le plus l'attention dans ces dernières, c'est une cassette que son père a laissée avec marqué au dos Daisy, s'il te plaît, écoute. Daisy va alors mettre la cassette et là c'est hyper cool parce qu'on apprend beaucoup de choses sur son père et donc sur Alan et donc sur le fond de cette histoire parce que là on comprend toujours pas d'où vient Alan, on comprend pas pourquoi c'est elle qui s'en occupe, on comprend pas pourquoi on voit jamais son père, on comprend que dalle. Son père commence par direct lui dire qu'il va plus faire partie de sa vie et que ça va être difficile pour elle de comprendre. Il va ensuite s'excuser d'avoir travaillé pendant des années sur ces fameuses expériences, d'avoir cherché à créer quelque chose qui lui apporte bonheur et épanouissement alors qu'il avait Daisy juste à côté de lui et que ça aurait dû suffire en fait, c'est sa fille. Il va terminer son discours en disant que Rose serait fière de Daisy et que plus Daisy grandit, plus elle lui ressemble. On suppose donc que Rose est la mère de Daisy. La fin de la vidéo est très glauque puisque Daisy va chercher un plaid et s'allonge par terre et elle va mettre en boucle le moment où son père lui dit qu'il l'aime. I love you, Daisy. I love you, Daisy.
On se doute à partir de là que ça fait un moment qu'elle a pas vu son père. Une semaine après, Daisy poste la vidéo la plus mignonne de la chaîne puisqu'elle nous présente un chat. Guys, just a really quick video update because I'm so excited about this. Okay. Wouh, ça change de ce gros dégueu d'Alan. Elle explique que le chat rôdait dans le froid autour de chez elle, donc elle l'a fait rentrer. Qu'elle a un collier sur lequel il y a marqué son nom, donc ce chat s'appelle Strawberry. On espère qu'Alan n'aura pas le seum au point de... Oh non. Est-ce que Strawberry était très vieille et est mort de vieillesse une semaine après? Ou est-ce qu'Alan l'a dézingué? 2 semaines plus tard, nouvelle vidéo de Daisy. Elle est en pétage de câble, en craquage psychologique total, allongée dans un amas de débris. Et dans les fameux sous-titres, on découvre un flashback d'une conversation entre Alan et Daisy, dans lequel Alan dit que son père trouvait que Daisy était complètement diabolique, que c'est elle qui a tué Rose, sa maman. Grâce à ce moment-là, on peut comprendre toute l'histoire de Daisy et de Curtis, le père de Daisy. Rose est probablement morte très peu de temps après avoir mis au monde Daisy. Curtis, ayant un chagrin immense, s'est mis en quête de peut-être la ramener à la vie ou de créer quelque chose pour compenser le manque de Rose, sa femme, et ça a donné Alan. Un mois après son pétage de câble, nouvelle vidéo sur la chaîne de Daisy Brown, et le début nous montre direct que c'est pas une vidéo comme les autres. I'm filming you, Alan. I'm gonna let everyone know how horrible you are. Attends, mais pourquoi j'ai pas eu cette croissance, moi, de malade, là? Je fais la même taille depuis que j'ai 14 ans, et lui, sa tête, elle a quadruplé de volume en un mois. Ouais, je m'énerve, je m'implique un peu trop dans cette vidéo. Really, I'm pathetic. I can't stand you. And I can't believe your father tolerated you for this long. Alan, put me down. Alan, put me down. Il vient de la pousser dans le fameux sous-sol. Le sous-sol dans lequel elle est jamais allée. Dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a. Oh non, on n'a pas besoin d'un deuxième Alan. Merde, j'en avais déjà un, ça suffisait. Bon, Alan 2, qui s'appelle Litop, qui est un nom de plante, explique à Daisy que c'est son père qui l'a fabriqué en mêlant justement de l'ADN de Litop et de l'ADN humain. Daisy va alors retirer le masque de Litop, et elle aurait clairement pas dû. Oh, Miss Brown, you dropped this. Ah, c'est malsain, malsain. Bon, il y a un peu du positif, on découvre qu'il n'y a pas eu que Alan comme expérience, et peut-être qu'elles ont pas toutes donné une personne horrible comme Alan. Peut-être qu'il y en a même qui vont pouvoir aider Daisy, ou alors elle est dans la merde, hein, clairement. Dernière vidéo de la chaîne au moment où je fais cette vidéo. Elle a été mise en ligne il y a 3 jours, et j'attendais qu'il y ait justement cette vidéo-là, parce qu'elle met fin à toute l'histoire. Et c'est un peu triste d'ailleurs, ce qui se passe. La vidéo commence par Daisy qui fait ses affaires. Elle a l'air d'avoir enfin compris qu'Alan est dangereux et qu'elle doit se barrer. Elle a mis Litop dans ses affaires. Elle a l'air de vouloir emmener Litop avec elle. Et tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle prenne la cassette de son père pour l'emmener probablement écouter le passage où il lui dit qu'il l'aime. Parce qu'il lui reste plus que ça de son père. Let me go. Dad would have hated you for this. I'm not Dad. Yes, putain, mais ça fait 6 mois qu'on attend ça. Yes. On sent qu'elle est triste de l'avoir tué parce que c'était un peu la création de son père. Mais d'un autre côté, elle a Litop qui est aussi une création de son père et qui a l'air un peu plus bienveillante. Alors elle va ensuite prendre ses affaires, y compris Litop, et partir au loin. Et on suppose qu'il y aura peut-être une saison 2 où c'est l'histoire de elle et Litop. J'espère. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'est qu'elle, n'hésitez pas à l'aimer. Daisy Brown, la personne qui est derrière ce compte, elle a fait un travail de dingue. C'est hyper malin d'avoir créé une sorte de personne qui est renfermée sur elle-même. Et il y a un petit truc bizarre autour de son père. Et c'est une nouvelle manière aussi de raconter ça, de faire genre qu'elle
qu'elle est youtubeuse et qu'elle a juste une vie pas très normale, mais elle croit que c'est normal. Je sais pas, j'ai adoré cette idée là de transmettre une histoire à travers ça. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça génial et que je voulais absolument en parler et décortiquer un peu toute cette histoire de Daisy Brown. Hollywood, si vous pouvez lâcher des thunes à cette personne, comme ça elle peut faire un truc cool, c'est bien hein. Parce que là, quand tu vois les jambes de Alan quand il arrive à être debout, et c'est vraiment des jambes humaines peintes en bleu, on comprend qu'il y a eu quelques difficultés à financer le projet, mais franchement, ça rend le truc charmant justement. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu raconter un truc avec aucun moyen et qui s'est fait chier. Donc bravo, je suis insupportable. Vous allez voir, il y a un peu de sorte d'énigmes à résoudre, un petit peu comme le thread avec le message vocal à l'époque. Il y a un petit peu des trucs comme ça et du coup je pense que ça va vraiment vous plaire. Moi en tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé devant un thread comme devant celui-là. Alors on y va. Tout commence le 20 août 2018 lorsque Nella Garcia dit avoir trouvé un téléphone. Elle pensait d'abord qu'il appartenait à la fille qu'on voit sur la page d'accueil du téléphone, mais en fait non, cette fille est morte aux États-Unis 8 ans avant. Alors qu'est-ce que son téléphone fait là? Ça commence si bien. Elle nous précise qu'elle a trouvé ce téléphone en rentrant chez elle à Madrid dans un parc. Comme il n'y avait pas de mot de passe, Nella elle commence à fouiller dans le téléphone pour trouver des numéros, des pistes en fait. Mais la première douche froide, aucun contact enregistré dans le téléphone. Comme s'il était neuf. Mais il est pas neuf puisqu'il y a la photo de cette meuf là en page d'accueil. C'est bizarre. En fouillant, Nella, tout ce qu'elle trouve c'est un compte Facebook et un compte Instagram. Et c'est comme ça qu'elle est remontée jusqu'à la potentielle propriétaire du téléphone. J'ai fait les guillemets comme un gros connard. Facebook et Insta sur lesquels il y a quelqu'un qui était logué, quelqu'un qui répondait au nom de, non pas Bella mais Marta Gutiérrez. Le contenu de ce compte Insta est un peu chelou parce qu'il y a très peu de photos d'elle. C'est assez impersonnel, c'est surtout des photos de paysages et de bâtiments. Avec aucune légende et aucun commentaire. Et en plus elle suit personne et personne ne la suit non plus. C'est vraiment chelou comme compte Insta. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on en est là? Sans faire de jeu de mots parce qu'elle s'appelle Nella. J'ai pas fait exprès, je suis fier de moi. Pardon, j'ai pas de quoi être fier, je devrais avoir honte. On oublie les jeux de mots de merde, Nella elle va avoir vraiment une bonne idée. Elle va faire une recherche d'image Google à partir de la photo de profil Facebook de Martha. Nella tombe alors sur un blog dont la photo de profil est la même photo de profil que le Facebook de Martha. Sauf que chose très bizarre, l'auteur du blog c'est pas du tout Martha, c'est Beatrice Williams. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le blog date de 2008 et c'est que des photos d'une étudiante américaine en voyage en Espagne. Et les photos sont exactement les mêmes que celles sur le Facebook de Martha. On en vient donc à la conclusion que Martha n'existe pas et que c'est juste quelqu'un qui a créé ce compte et qui utilise toutes les photos du blog de Beatrice Williams. Nella va trouver le mail de Beatrice dans la bio de son blog. Elle va lui envoyer un mail pour la prévenir que quelqu'un usurpe son identité et vole toutes ses photos pour les mettre sur un faux compte Facebook qui répond au nom de Martha. J'ai Bella dans la tête, ça influence toutes mes phrases. C'est pas Béatrice qui a répondu à ce mail, mais c'est son père. Et son père apprend à Nella que Béatrice est morte il y a 8 ans. Il avait déjà vu et signalé quelques comptes qui usurpaient l'identité de sa fille. Et il demande à Nella de faire de même pour que ses comptes soient clôturés. Ça veut donc dire que le téléphone que Nella a trouvé, il appartient pas à Béatrice, mais il appartient à Martha. Même s'il y a une photo de Béatrice en fond d'écran. Nella, elle veut donc retrouver cette fameuse Martha. Et aussi peut-être comprendre pourquoi elle a usurpé l'identité de Béatrice. C'est chelou quand même. Nella va checker dans le journal des appels si elle a émis ou reçu des appels d'un numéro. Et elle a uniquement émis des appels envers un numéro, mais beaucoup d'appels. En toute logique, elle va donc appeler ce même numéro pour essayer de retrouver la trace de Martha, la propriétaire du téléphone, et elle va tomber sur un truc parfaitement chelou. Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave. Oh, c'est quoi? C'est So dans la vraie vie en fait, c'est ça hein. Autre truc bizarre, Martha avait aussi reçu plein de SMS de ce numéro qui étaient des séries de chiffres et de lettres incompréhensibles. On pense donc que le tel appartenait à un escroc qui jouait à un jeu peut-être un peu dangereux ou flippant ou illégal, et que pour pas se faire choper par les autorités, il a usurpé l'identité de Béatrice qui est décédée. Comme ça, il risque rien si le téléphone est retrouvé ou si les appels sont tracés ou quoi. Ou alors, peut-être que c'était simplement à quelqu'un qui jouait à une sorte de jeu, vous savez comme ce jeu de merde là, le Blue Whale Challenge ou le Momo Challenge, qui sont des trucs mais nuls à chier, c'est horrible, ne faites jamais ça, c'est pourri. C'est des sortes de jeux où en gros il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis ensuite il va te voler des données personnelles, il va te mettre vraiment en danger, il va niquer ta santé mentale, et ça finit même des fois par des suicides. Alors voilà, petit message d'avertissement en passant dans ce thread, ne jouez jamais à ces jeux, c'est débile, futile, ça sert à rien, et les gens qui sont derrière ces jeux là sont démoniaques. Ce téléphone appartenait donc sûrement à quelqu'un qui jouait à l'un de ces jeux malsains là, un nouveau jeu peut-être. Alors est-ce que la personne à qui appartient le téléphone a juste jeté le téléphone et arrêté de jouer parce qu'elle a pris peur, ou alors est-ce que cette personne s'est faite éliminer parce qu'elle a vu un truc qu'il faut pas, elle a fait un truc qu'il faut pas dans le jeu et ça a dérapé? On sait pas. Il nous reste donc comme élément juste les séquences de lettres et de chiffres que le téléphone avait reçues par message, et il y en a au total 12. Vous savez très bien à quoi ça correspond, on est habitué des coordonnées GPS bien sûr. Quelqu'un va alors placer chaque repère sur une map et envoyer le screen à Nella, et ça donne un truc un peu abstrait hein. En tout cas tous les points correspondent à des endroits à Madrid. Nella va ensuite faire une découverte très intéressante, elle remarque que chaque fin de série est constituée d'une date, d'une heure et d'une orientation. Nella va alors prendre l'une de ces séquences et tester sa théorie en mettant les coordonnées sur Google Street et en orientant la caméra dans la direction indiquée, en l'occurrence l'est, et boum, on obtient une photo du même point de vue qu'une photo qui se trouve sur le compte Instagram de Martha. Coïncidence?
Non. Elle va tester avec tous les SMS et chaque SMS reçu correspond en fait à une photo de Insta. C'est lié, c'est évident. Les photos de ce compte Instagram sont des photos qui ne se trouvent pas sur le blog de Béatrice William. Donc on suppose que c'est des photos qui ont vraiment été prises par la personne qui avait ce téléphone. L'enregistrement parlait de 12 épreuves. On en est à 11 photos. Alors Nella, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'en charger. La dernière photo doit donc être prise le 21 août à 23h47 aux coordonnées indiquées par le SMS. Elle va taper les coordonnées sur Google Street et on tombe sur un parc. Il n'y a que des arbres, comme dans n'importe quel parc. Mais alors pourquoi il y a une heure précise pour prendre ces photos? C'est chelou. Elle va alors compter ce qu'il est possible de compter sur chaque photo qu'il y a sur le compte Instagram. Par exemple, sur une photo, il y a une main, on peut y compter 5 doigts. Sur une autre photo, il y a des tours et on peut en compter 4. Parfois, sur des photos, il y a même directement marqué un chiffre. Par exemple, sur celle-ci, il y a marqué 81. Bref, quand on applique ça à chaque photo, ça nous donne, pareil, une série de chiffres qui sert sûrement à quelque chose pour débloquer une autre étape du jeu. On va voir ça après. Le soir même, Nella doit s'occuper de sa mère qui habite loin de l'endroit indiqué, alors elle va demander à des tweetos d'aller prendre la photo. Putain, elle met en danger ses followers quoi. Faut pas la suivre Nella, faut pas la suivre. Elle reçoit donc pas mal de photos et point commun dans toutes ces photos, c'est qu'il y a un poteau sur lequel il y a marqué 361. On a donc le dernier nombre qui complète cette série. Elle envoie donc la série au numéro, elle reçoit un SMS qui lui dit clé incorrecte, mais tu n'es pas loin. On te laisse une dernière opportunité, réfléchis bien. Le coup de pression. En publiant la dernière photo sur Insta, Nella s'aperçoit que il y a certaines photos qui ont été prises de nuit et d'autres de jour du coup, parce qu'il y avait une heure imposée par photo comme on l'a dit. Et tout ça a été fait de manière à ce que les photos de nuit forment un F. Nella, elle pense que c'est pas une coïncidence et elle veut ajouter le F au code. Elle décide de le mettre à la fin du code et elle envoie ça au numéro en question. Et la surprise, un petit singe rouge choqué. Elle va donc rappeler le numéro et le message n'est plus le même qu'avant. Prueba número 7. Destripa al mono. À partir de là, les énigmes s'enchaînent et je vais vous les raconter un peu en accéléré parce que ça dure vraiment 1000 ans et c'est abusé comme le jeu va loin. Et c'est abusé comment c'est dur, genre heureusement que Nella elle a plein de followers sinon elle aurait jamais pu trouver. Bon, Nella elle va donc analyser le code de l'image et elle va tomber sur une URL. En tapant l'URL dans son navigateur, ça va l'amener sur un site chelou où il y a un compte à rebours qui est en cours. Est-ce que le compte à rebours s'est déclenché au moment où elle est arrivée sur le site ou est-ce qu'il dure depuis que tout le jeu a commencé? On sait pas. Et en dessous de ce compte à rebours, il y a une indication, entrez la réponse ici. Quelle réponse? Faut qu'on tape quoi bordel? Elle est passée d'une épreuve à une autre, alors elle va rappeler le numéro et elle a bien fait parce que le numéro maintenant dit autre chose. Prueba número 8. La primera frase del primer libro. La première phrase du premier livre. Ok. Parallèlement, elle s'est fait hacker son compte Facebook et son image de profil et sa bannière ont été remplacées par des images de singes rouges. On suppose donc que les mecs qui y a derrière le jeu sont des putains de hackers. La première phrase du premier livre, il s'agit en fait de la première phrase du livre La Genèse, qui est la suivante. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Elle va alors taper ça sur le site et apparemment c'était le bon truc à marquer puisqu'elle va recevoir un mail dans lequel il y a marqué un code binaire. C'est quoi ces énigmes? Ça n'arrête plus. Et l'objet du mail est un peu creepy parce qu'il dit assure-toi d'avoir ta webcam allumée pendant que tu lis ce mail. Est-ce que t'as accès à ma webcam, connard de hacker? La webcam de Nella se met alors à clignoter. C'est un peu flippant, elle dit qu'elle redémarre son Mac et que ça continue à clignoter. Et des tweetos vont dire à Nella que le code binaire qu'il y a dans le mail, quand on le traduit, ça donne un lien Vimeo. Petit problème, la vidéo Vimeo, elle est en privé et il faut un code pour pouvoir la voir. Oui, on peut faire ça sur Vimeo. Les gens vont donc très vite comprendre que les clignotements de la webcam de Nella, c'est un second code Morse qui, lorsque on le traduit, nous donne le code qui permet d'accéder à la vidéo Vimeo. Ça va loin, bordel, moi mon cerveau là il pète. Moi le téléphone, je le refous dans le parc, je m'en bats les couilles. En tout cas, sa théorie était bonne puisqu'elle a pu accéder à la vidéo Vimeo et elle aurait préféré ne pas y accéder du tout d'ailleurs. Creepy en fait, ce jeu il est pas du tout ça en fait. Un mec avec un masque de singe s'est introduit chez Nella et sa mère. C'est clairement le pire truc qui peut t'arriver hein. Trouver une vidéo où c'est un mec qui est chez toi qui te filme pendant que tu dors et t'as jamais su que c'était arrivé et tu le découvres et tu te sens très mal. À la fin de la vidéo on voit très clairement le mec retirer la coque du téléphone de Nella et glisser un petit papier. Et donc Nella elle va récupérer ce petit papier, elle va le tweeter et il dit un truc pas très cool puisqu'il dit nous la tenons, nous la ramènerons ici en fonction de toi. Viens seul, ne dis pas où et quand. Et à la suite de cette phrase il y a marqué une adresse. Alors là on commence à toucher à la fin, ça part en kidnapping
stalking, donc c'est chelou. Réaction humaine, plutôt que d'aller voir la police et de leur dire ce qui se passe, t'as peur que ça mette en péril ton proche, donc tu fais ce que les méchants ils disent, voilà, tu vas au rendez-vous. Et c'est ce que Nella elle va faire. Et elle va en arrivant sur place prendre des vidéos de ce qu'elle voit parce que c'est très chelou. Idée, bah on dans le coffre Nella, vas-y je t'en prie. Ça m'énerve là quand les gens ils sont stupides là, c'est comme dans les films, ça m'énerve. Elle va tweeter que la voiture a fait un arrêt et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté dedans, mais elle sait pas qui, quand, comment ni où ils vont. Les kidnappeurs de Nella vont alors la laisser dans un garage et se barrer. Et elle tweet une photo, elle nous dit bon voilà je sais pas où je suis, m'ont laissé là, y a personne, je sais pas quoi foutre. Elle va errer dans ce parking moisi complètement vide et elle va trouver un ascenseur. Et dans cet ascenseur il y a juste un seul bouton. Pendant que l'ascenseur monte, sur l'écran on voit le logo du singe rouge qui apparaît. Elle est peut-être au cœur du gang qui gère tout ça depuis le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Nella descend et elle filme tout de suite ce qu'elle voit et c'est putain de creepy, c'est genre vraiment un décor de film d'horreur. T'as vraiment pas envie d'être là de toute ta vie. Et là elle tombe sur un ordinateur. Écoute le son de la jungle avec un code à taper. Elle teste singe rouge, y'a rien qui marche et y'a un tweetos qui lui sauve la vie. Il a Shazam la bande son de la vidéo et apparemment c'est un titre interprété par Red Monkeys 2. Bingo, c'est le bon code. Est-ce qu'on arrive enfin à la fin et on va savoir pourquoi? C'est quoi ce jeu et qui sont ces gens? Un dossier qui porte le nom de Nella, pas une énigme. Putain, y a pas d'énigme dedans. Nella tweet que d'après ce qu'elle vient de voir, la fausse Martha et le portable c'était juste des appâts dans le but d'attirer Nella à cet endroit. Et effectivement, on s'en rend compte dans la vidéo qu'elle publie juste après. Así que yo que... Est-ce que c'est la sirène qui marque la fin de toute l'énigme? Est-ce qu'on a enfin la clé qui va élucider le mystère? On n'en peut plus nous. Nella en manque de réseau va nous donner des nouvelles comme elle peut. Elle va nous dire qu'elle a fui l'immeuble, qu'elle est juste à côté, que l'alarme continue de sonner mais que des fois elle s'arrête pendant quelques secondes et que pendant ces quelques secondes elle récupère du réseau. Et à ce moment là uniquement elle peut nous prévenir de ce qui s'est passé. Elle tombe sur une sorte de grosse base où il y a des antennes comme un gros complexe télécom un peu bizarre. Du coup elle va appeler au moment où il y a du réseau le putain de numéro, alors que devrait appeler la police totalement, je sais, on est d'accord. Et le numéro lui dit Prueba final. Corrige la señal desde la jungla y serás libre. Elle va alors comprendre que ce qu'ils attendent d'elle, c'est qu'elle rétablisse le signal. Ce qu'elle nous avait pas dit, cette petite maline, c'est que c'est une programmeuse, donc du coup elle s'y connaît bien en informatique. Elle va donc retourner dans l'immeuble au PC pour essayer de rétablir ce putain de signal et qu'on a enfin des réponses. Une fois devant le PC, elle résout le problème et là, on n'a plus de nouvelles de Nella pendant quelques temps. Mais quand elle en redonne, on comprend. Après avoir réussi à réparer le signal, les lumières sont allumées, l'alarme s'est arrêtée, la couverture réseau a été complètement rétablie, donc Nella a compris que le jeu était terminé. Elle a aussi compris qu'elle a été choisie parce que c'était une candidate parfaite et il le savait parce qu'elle avait partagé toutes les infos pour qu'il le sache sur ses réseaux sociaux comme tout le monde le fait. Elle comprend aussi que c'est pas la seule à avoir vécu ce truc là, il y a d'autres candidats aussi qui ont fait toutes ces épreuves. C'était des tests visant à recruter des gens dans l'organisation Red Monkey, le singe rouge là. En gros c'est carrément une secte qui travaille pour essayer de rendre internet plus sain, pour que les gens soient moins en danger, fassent plus gaffe à leurs données, que leurs données soient en sécurité, etc. Et leur manière de recruter étrange met en évidence le fait qu'on partage tous beaucoup trop d'infos à nous sur internet et qu'il est très facile de savoir quasiment tout sur quelqu'un grâce à internet. Par exemple, il savait que Nella elle adorait les énigmes et le mystère. Il savait que sa mère elle était très importante pour elle. Bon, ça faut pas être un génie hein. A priori, il savait qu'elle réagirait comme ça, quelles compétences elle avait, donc elle était fort en développement, qu'elle partagerait tout sur Twitter et que tout le monde l'aiderait et relayerait ça. C'était pour eux une manière de savoir si elle était qualifiée et qu'elle pouvait rejoindre la secte hein, carrément, et participer aux centaines de milliers d'attaques virtuelles qu'ils vont faire sur tous les serveurs sur lesquels sont hébergées les données de tous les humains. Eh bah putain, si on avait su ça. Les amis, c'est la fin du thread Red Monkey. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Franchement, il est trop bien foutu, il y a plein de photos, plein de vidéos. Il y a quand même une petite morale cool, c'est qu'effectivement faut faire attention à nos données, faut faire attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. En fait faut faire gaffe à ce que les gens peuvent savoir de nous alors qu'ils nous connaissent même pas dans la vraie vie et que nous on les connaît pas. Et ça c'est vrai, et on a tous tendance à partager beaucoup de notre vie privée sur internet globalement, et ça peut être très dangereux. Je le rappelle, si on n'a pas compris, tout ça c'est fictif. C'est une fiction qui a été écrite par Nella, avec aussi quelqu'un d'autre qu'on connaît bien, Manuel Bartual, qui a écrit le thread. Vous vous souvenez? C'est lui qui avait écrit ce thread, et il en a même fait un livre derrière. Manuel. Les amis, j'ai découvert une histoire formidable. Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sortie un peu dans quelques médias, et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué. De quel mystère vais-je parler? Attendez, soyez patients, commençons l'histoire. Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit? Moi je connaissais pas avant cette histoire, pour être franc avec vous. Il s'agit d'une petite ville du sud de la France
France, en 1950, il y a environ 4000 habitants. Il y avait 3 médecins, ce qui est pas beaucoup, ça fait un médecin pour 1000 personnes. Faut pas avoir une angine en même temps. C'est assez rural, ça vit essentiellement de la viticulture. Et la ville est très connue pour son pont. Tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville. Pourquoi le pont est connu? Parce que l'histoire raconte qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont. Alors je pense que si ces deux entités existent, elles s'en battent un peu les couilles d'un pont. Après c'est mon avis, mais petit problème, le pont a été bombardé par les Américains pendant la guerre. Et du coup il y a plus de pont. Donc les habitants, les spiritains, je crois ils s'appellent Spiritini, merde, ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit, même s'ils en construisent un provisoire. Mais voilà, tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville, d'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville et qui sont passionnant. Le 12 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastriques et de malaise même pour certains. Bon, c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons. Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire, donc il leur prescrit une tisane de grand-mère et puis ça devrait aller mieux, sauf que c'est pas le cas. La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard, 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes. Et en plus, petite nouveauté dans les symptômes, il y en a qui en plus de ça font des insomnies, mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie. Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit, ni deux ni trois, elle a duré 21 nuits. Lui, il a fait 21 nuits sans dormir. Normalement, tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations. Ah, retenez ce mot hallucination, vous allez voir, il va revenir. Bref, des dizaines de personnes font des insomnies. Normalement, pour Saint-Esprit, c'est une petite ville, à 22h, tous les gens dorment, mais là, c'est pas le cas. Là, tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens qui font des insomnies et qui parlent tout seuls, qui sont en plein délire et on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Petit à petit, un autre symptôme fait son apparition, les gens commencent à avoir des hallucinations. Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur et vont se jeter dans le Rhône pour éteindre le feu qui n'existe pas. Il y en a plein qui pensent être capables de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres. Bref, des hallucinations horribles qui mènent certains du village à la mort. La ville est prise de panique. Le bilan de tout ça, c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations, dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internées dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors face à ça, les médecins, ils perdent un peu leurs moyens, ils comprennent pas ce qui se passe. En plus, je le rappelle, ils sont que 3. L'infrastructure de Pont Saint-Esprit, elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes qui font un bad trip en même temps. Cette nuit-là, les victimes, elles sont de plus en plus nombreuses et en plus, elles sont de plus en plus incontrôlables. C'est vraiment des gens qui sont dans la démence, qui délirent totalement, qui bougent dans tous les sens, qui hurlent. Et c'est là que naît le mystère de Pont Saint-Esprit. Il y a donc une enquête qui est ouverte et la première piste qu'on a est découverte par un professeur de médecine qui était en vacances au moment des faits, qui se rend à Pont Saint-Esprit et qui fait le rapprochement entre les symptômes des victimes et une vieille maladie qu'on surnomme le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine, qui est une maladie qui date du Moyen-Âge et qui avait apparemment complètement disparu. Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux qui montrent des scènes horrifiques de gens qui sont victimes de cette maladie-là. Alors le vrai nom de cette maladie, c'est pas le feu Saint-Antoine, qui est un surnom parce que les victimes de la maladie ont l'impression de brûler de l'intérieur, c'est l'ergotisme. Le responsable de l'ergotisme, c'est l'ergot du seigle, qui est un champignon qui va se mettre sur le céréal et quand tu l'ingères, tu vas avoir des symptômes très similaires à ceux qu'ont eu les habitants de la ville de Pont Saint-Esprit le 24 août 1951. L'enquête va ensuite montrer que toutes les victimes de ces symptômes ont un point commun, elles ont acheté leur pain dans la même boulangerie. Est-ce que le pain aurait été confectionné à partir de farine contaminée par l'ergot de seigle? C'est possible, surtout vu le contexte, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France elle est en pleine famine, c'est une galère de nourrir tout le monde, donc la ressource principale c'est redevenu le pain. Cette piste de la contamination par l'ergot de seigle semble être la bonne. Le commissaire Sigaud de la police judiciaire de Montpellier est chargé de l'enquête et va donc aller vers la boulangerie qui semble avoir vendu le pain à tous ses habitants. Petit bémol, les boulangers ne choisissaient pas leur meunier, c'est-à-dire qu'ils recevaient de la farine d'un meunier qui leur était attitré, ils savaient pas d'où ça venait, donc c'est pas sa faute. Là le commissaire Sigaud, lui il est malin, il en a dans le ciboulot et il va retrouver le minotier qui a confectionné cette farine, Monsieur Maillet. Il va l'interroger et bien le brusquer à tel point que Monsieur Maillet va faire des aveux alors qu'il a rien à se reprocher. Vous savez les enquêtes où c'est très médiatisé, où il y a beaucoup d'enjeux, on veut absolument trouver un coupable quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux alors que c'est pas lui le coupable, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait un coupable aux yeux de la presse et de la population. Jusque là tout va bien, le mystère est résolu, sauf que un mois plus tard, l'expertise innocente Monsieur Maillet. Parce que les farines ont été analysées et il n'y a pas d'ergot de seigle dans ces dernières. Et là c'est très frustrant parce que l'affaire s'arrête là. Il y a plein de pistes mais elle mène à rien et les habitants de Pont Saint-Esprit n'ont pas de réponse à leurs questions, ils sont comme des cons. Étonnamment, on va pas reparler de l'affaire pendant 60 ans. C'est seulement en 2010 que quelqu'un va reparler de l'affaire et c'est pas un français, c'est un américain qui s'appelle Hank Albarelli et qui enquête à ce moment-là sur la mort dans les années 50 d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Alors là vous allez me dire mais où est le rapport Lucas? On comprend plus là, on sait plus.
Attendez, ça arrive. Patience. Frank Olson, qui bosse pour la CIA, est un spécialiste des drogues dures et il mène de nombreuses expériences pour étudier leurs effets dans le but d'en tirer profit. Et comme par hasard, Frank s'est rendu en France quelques mois avant la tragédie de Pont-Saint-Esprit. Peu de temps après son passage en France, Frank entre dans une énorme dépression et répète à sa femme qu'il a commis une terrible erreur et il décède dans les années 1953 sans qu'on sache ce qu'il voulait dire par j'ai commis une terrible erreur. Peut-être empoisonner un village qui n'a rien demandé, Frank. Hank, qui je le rappelle enquête du coup sur la mort de Frank, va faire un rapprochement. Et si la CIA avait pulvérisé du LSD sur le pain de Pont-Saint-Esprit dans le but d'en étudier les effets à grande échelle? Je sais ce que vous pensez. Pour le moment ça vous paraît débile et inconcevable. Mais attendez, j'ai des infos pour vous. On va rentrer un peu dans la chimie mais vous allez voir c'est là où on se dit que cette idée elle paraît pas si comme. Il faut savoir que l'ergot de seigle contient des alcaloïdes, dont un en particulier celui de l'acide lysergique. Ça vous dit rien, c'est normal moi aussi, mais il faut savoir que le LSD c'est un dérivé de l'acide lysergique. Donc les effets de l'ergot de seigle et les effets du LSD sont très similaires. Ça vous paraît donc moins bête que les habitants de Pont-Saint-Esprit n'aient pas été empoisonnés à l'ergot de seigle, mais aient peut-être été drogués au LSD. Pourquoi pas, mais ça manque de preuves. J'arrive, attendez. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est la course à l'armement et à l'arme nucléaire plus particulièrement parce qu'on a peur, on vit dans la peur d'une troisième guerre mondiale. Du coup, toutes les nations du monde veulent être prêtes au cas où il y a une autre guerre qui arrive. La CIA, elle, va être intéressée par la manipulation mentale. Et si on mettait fin à un conflit sans qu'il y ait de combat, juste en arrivant à convaincre, en manipulant mentalement l'adversaire. Les US pensent donc que les effets hallucinatoires du LSD sont la clé de la manipulation mentale. Et qui est chargé de tester les effets du LSD et d'en tirer des conclusions? Frank Olson. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu abusé de tester les effets du LSD sur une ville entière. Mais il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'en 1950, les États-Unis ont fait des tests du même genre à San Francisco. Il y a un navire américain qui a bombardé la ville pour tester les effets d'une bactérie. Il y a eu 12 personnes hospitalisées, dont une qui est morte à cause de ça. Tout ça, bien sûr, dans le but de se préparer à une éventuelle nouvelle guerre. Les enquêteurs qui sont chargés de l'enquête de Pont-Saint-Esprit font le rapprochement entre les effets de l'ergot de seigle et du LSD. Ils vont donc contacter le créateur du LSD, Albert Hofmann, pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit confirmer si c'est des effets du LSD ou si c'est des effets de l'ergot de seigle. Et devinez quoi? Selon lui, c'est clairement des symptômes liés au LSD. Ah! L'enquête avance, c'est bien, c'est satisfaisant quand l'enquête avance, vous avez vu? Attendez, elle va très vite arrêter d'avancer. Quelques jours plus tard, Albert Hofmann revient sur ses propos et dit qu'il s'est trompé. Que tout ça n'était pas lié au LSD mais à autre chose. Les US t'auraient pas mis un petit coup de pression, Albert? Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle qui était responsable de tout ça et pas du LSD? Bah là pour le moment moi je penche plus vers l'ergot de seigle, hein, clairement. Mais attendez, c'est pas la fin. C'est passionnant, non sans déconner, elle est folle hein, cette histoire. Alors il faut savoir que la CIA pendant des décennies mène un programme où ils font des expériences horribles et inhumaines sur des gens contre leur gré. Sauf que les expériences vont mener à rien et que petit à petit les victimes vont sortir du silence, donc tout le monde va commencer à savoir ce qui se passe. Cette situation va obliger Bill Clinton en 1995 à faire une déclaration dans laquelle il s'excuse auprès de toutes les victimes de ces programmes secrets et à déclassifier des documents de la CIA qui jusqu'à présent étaient secret défense. Devinez qui va mettre son nez dans ces documents? Hank! Et bah oui, ça va peut-être l'aider à comprendre comment Frank Olson est mort. Hank trouve un document sur lequel on trouve et le nom de Frank Olson, et dans ce document, 2 paragraphes parlent des événements tragiques de 1951 de Pont-Saint-Esprit. Et tous les paragraphes suivants sont eux grimés de noir pour qu'on ne puisse pas les lire. Merde! Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas qu'un document parle et de Frank qui étudie les effets du LSD et de la ville de Pont-Saint-Esprit? Bah on sait pas. Peut-être que Frank a tout simplement été au courant de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit et a étudié tout ça en se disant c'est du LSD qui a causé ça, on va quand même regarder les effets que ça a eu, même si ce n'est pas lui qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit. Petite cerise sur le gâteau, Hank va trouver un autre document dans lequel un employé du laboratoire Sandoz, le laboratoire pour lequel travaille Albert Hofmann qui a découvert le LSD, échange avec un agent secret américain, et dans ce document le dirigeant du laboratoire aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit ne seraient pas liés à l'ergot de seigle mais bel et bien au LSD. Fake ou pas fake, on ne saura jamais. L'enquête aujourd'hui s'arrête ici, le mystère reste total et c'est horrible parce qu'il y a quand même eu des morts, c'était vraiment une catastrophe, on se rend pas compte mais c'était la folie là-bas à Pont-Saint-Esprit et ça avait rien de positif tout ce qui s'est passé. Déjà la drogue de base c'est de la merde, mais quand en plus t'es drogué à ton insu alors que t'as rien demandé et que t'as des effets mais hallucinants, c'est le cas de le dire. Est-ce l'ergot de seigle? Est-ce les Américains qui testaient les effets du LSD à grande échelle? On ne sait pas. On a le cul entre deux chaises, comme ceci, et puis on ne sait pas vers laquelle aller. Hop là, la CIA. Non, je sais, comme moi, vous avez envie d'aller vers la théorie la plus abusée, la plus scandaleuse. C'est notre cerveau d'humain hein, qui nous fait ça. Mais il faut rester objectif. En tout cas, j'espère que vous aurez bientôt compris à l'histoire, que j'ai apporté des précisions à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais qui n'avaient pas tous les infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. C'est ni un thread, ni un truc. Là, j'ai tenté, voilà, de raconter une histoire mystérieuse. Je me suis documenté comme j'ai pu et franchement, j'ai été passionné de ce truc là, vraiment je trouve ça génial comme histoire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être qui relate aussi d'histoires mystérieuses comme ça et pas forcément de thread, je sais pas. C'est la première peut-être d'une longue série, on sait pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.